Bonsoir et bienvenue sur cette antenne de BNews One, celle au 19h30, le journal télévisé. Dans l'actualité ce soir, nous parlons dans le dossier de la rédaction des allocations familiales. En effet, sur la base de l'épaisseur de l'enveloppe consacrée à ces prestations sociales et des soupçons de détournement, le ministère des Finances annonce un audit national pour traquer les fraudeurs. L'opération se déroule du 25 juin au 15 août 2026. Nous sommes au mois de juin, c'est le mois de l'enfant. Le ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Guéné, a lancé ce jour la 6e édition de la campagne du mois de l'enfant, placée, je le rappelle, sous le thème « Promouvoir des droits de l'enfant pour un développement inclusif et durable ». Voilà pour le sommaire, le développement de ces faits d'actualité dans un tout petit instant. À l'ouverture de ce journal, nous disons que le ministère des Finances veut avoir une parfaite connaissance du fichier solde des allocations familiales versées aux agents publics. Au départ, l'analyse du document existant relève des anomalies inquiétantes, notamment des doublons, des enfants fictifs et même des enfants alignés par plusieurs agents. À ce propos, le ministre des Finances a officiellement lancé ce 3 juin une vaste opération d'audit et d'assainissement du fichier des allocations familiales versées aux agents publics. Il est question de mettre fin au détournement et s'assurer que l'aide sociale envoyée arrive effectivement aux bénéficiaires. L'opération se déroule du 25 juin au 15 août 2026. Plus de précisions avec Lucien Bala. 38 milliards de francs CFA, la lettre qui a déclenché l'audit. L'État dépense gros pour ses agents et leurs enfants. Mais les chiffres ont alerté. En moins de 5 ans, l'enveloppe des allocations familiales est passée de 21 milliards à 38 milliards de francs CFA. Une explosion jugée disproportionnée et injustifiée après la revalorisation de 2800 à 4500 francs CFA par enfant en février 2024. Et même si quelques-unes ont porté sur la suppression des éléments de salaire indus, il s'avère que les allocations familiales, composantes représentant environ 4% de la dépense salariale, n'a jamais fait l'objet d'un audit quelconque. Pourtant, dès 2023, il a été relevé l'évolution atypique du montant alloué à cet élément de salaire. Le constat était tellement saisissant qu'il a été porté à l'attention de M. le Premier ministre du gouvernement qui, en août 2024, a autorisé la création de cette instance pour auditer toutes les dépenses effectuées au titre des allocations familiales servies aux agents publics en activité, de manière à assainir cette composante et formuler des recommandations à même de prévenir la non-qualité dans l'avenir. L'analyse du fichier solde a révélé des anomalies inquiétantes, doublons, enfants fictifs, même enfants alignés par plusieurs agents et des naissances multiples, statistiquement impossibles, allant jusqu'à des non-nuplés. Des écarts d'âge biologiquement invraisemblables ont aussi été relevés. L'objectif de l'opération Alpha, que nous avons la responsabilité de conduire, est donc d'extirper du fichier solde tous les enfants alignés frauduleusement, c'est-à-dire en l'absence d'un acte de naissance authentique, puis de recouvrer les sommes indûment payées au titre de ces derniers. Au terme de cette opération, le ministère des Finances table sur des résultats concrets, notamment un fichier solde 100% assaini et fiable, une base de données purgée de toute anomalie, reflétant la réalité démographique et légale des familles, des agents publics. L'État dépense beaucoup pour les agents publics et leurs enfants. Mais les chiffres qui ont sonné l'alerte indiquent qu'en moins de 5 ans, l'enveloppe consacrée aux allocations familiales est passée de 21 à 38 milliards de francs CFA. Je vous convie à regarder Robert Simo Kenyé. Il est le sous-directeur de la dépense, des personnels et des pensions au ministère des Finances. Il nous dit comment va se dérouler concrètement la campagne annoncée. Au cours des 24 prochains mois, nous allons collecter, dans les 2 mois qui suivent, ça commence dès 2 semaines, je crois dès le 20 juin, on va collecter les actes de naissance sur la base desquels les agents plus alignés perçoivent les prestations familiales. On va collecter tous les presque 900 000 actes de naissance qui payent les allocations familiales. Lorsqu'on les collecte, on va les numériser, on va les saisir dans un environnement pour les traiter, pour identifier, écarter ceux des enfants qui n'ont pas de support justificatif
de l'allocation familiale et on va les supprimer du fichier. Maintenant, les actes collectés ne sont pas forcément bons. On va aller dans les centres d'état civil avec l'appui du Bureau national de l'état civil pour authentifier ces actes et pouvoir distinguer la bonne graine de l'ivraie. Lorsqu'on aura fini d'authentifier, on viendra supprimer encore les enfants pour qui les actes de naissance seront déclarés faux. Mais comme nous sommes dans la logique de collaboration, même avec les potentielles victimes, on s'organisera pendant une très longue période pour recevoir ceux des personnes pour qui on aura supprimé l'allocation familiale et qui estiment que c'est une erreur. On s'organisera pour les accueillir, pour le contradictoire, pour éviter les procès inutiles qui pourraient advenir si d'aventure on ne leur donnait pas ces recours, bien sûr. La vaste opération d'audit et d'assainissement du fichier solde des allocations familiales nous donne d'entrer dans l'univers de ces pensions sociales, de cette dépense publique. Comme moi, j'imagine que beaucoup de citoyens, vous également, vous avez des difficultés à avoir une parfaite connaissance de ce que valent les allocations familiales. Fabiola Atama nous en dit plus. 4 500 francs CFA par enfant et par mois. C'est le montant de l'allocation familiale versée aux agents de l'État. Un droit social connu des uns et méconnu des autres. Bien entendu, quand tu travailles, les enfants, on doit les numérer quelque chose. Oui, en quelque sorte, c'est une indemnité que l'État alloue pour les enfants et que je trouve même très insignifiant. Je sais bien, est-ce que les enfants des chômeurs en bénéficient aussi? J'ai des enfants, j'ai jamais travaillé, je fais comment? Pour les agents publics concernés, l'aide existe, mais sur le terrain, l'incompréhension domine face au montant annoncé ce matin. 38 milliards de francs CFA de budget annuel. Je ne sais pas ce que Cannes 500 peut faire pour gérer un enfant, ne serait-ce même de 2 jours. Moi, je n'ai pas fait, vous savez que quand vous êtes fonctionnaire, si l'un des conjoints a fait, l'autre ne peut pas faire. Oui, les enfants bénéficient dans les normes, mais il y a l'État qui crée d'autres enfants qui n'existent pas. En effet, moi je crois que ça ne me concerne pas parce que je ne travaille pas. J'ai atteint l'âge de la retraite sans jamais travailler. Entre méconnaissance, sentiment d'exclusion et appel à la fermeté, l'audit lancé par l'OMIFI est attendu. Les citoyens réclament des actes, pas seulement des annonces. C'est eux qui ont introduit ces faux dossiers, non? Avant d'engager une procédure, n'est-ce pas, on vérifie tous les éléments. Et ils ont détecté comment que c'était les faux dossiers. Ils devaient rejeter ça dès le départ. Mais maintenant, s'il faut faire un recouvrement, il faudrait qu'ils refassent un nouveau recensement par rapport à ceux qui ont engagé ces procédures. Oui, parce qu'il y a des personnes, je crois qu'il y a un nombre limité d'enfants qu'on peut aligner dans la fonction publique. On parle, mais on n'exécute pas. On parlait de ça. Ce n'est pas aujourd'hui, mais depuis fort longtemps. L'audit national démarre donc du 25 juin au 15 août. Les agents publics devront justifier la filiation de tous les enfants déclarés. Jour à l'économie, cap sur l'entrepreneuriat agricole et l'auto-emploi des jeunes au Cameroun. Une nouvelle étape décisive a été franchie ce jour avec le déploiement à Kribi de la 5e cohorte de l'incubateur de la filière banane-plantain. Près de 400 étudiants issus de 5 institutions privées d'enseignement supérieur s'apprêtent donc à plonger au cœur du monde des affaires agricoles. Baptisée promotion Paul Biya, cette vague a reçu le top départ ce matin depuis l'amphithéâtre de l'ENAM, l'École nationale d'administration et de magistrature, sous la houlette du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, via le programme national Un jeune, une entreprise. Vous ne l'avez certainement pas oublié, nous sommes au mois de juin et c'est le mois consacré à l'enfant. Et ce mercredi, le ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Nguéné, a lancé la 6e édition de la campagne du mois de l'enfant. Placée sous le thème promouvoir les droits de l'enfant pour un développement inclusif et durable, la campagne en cours vise à renforcer la protection des mineurs et à intégrer leurs besoins dans les politiques de développement. Larissa Liké.
Les drames récemment enregistrés au Cameroun ont ravivé l'inquiétude. Infanticide, viol, maltraitance physique et violence en ligne se multiplient et frappent l'opinion. Face à cette recrudescence sur enfants, le gouvernement sonne la mobilisation générale. Dans son allocution à l'occasion du lancement du mois de l'enfance, Pauline Irène Guéné a martelé le message des pouvoirs publics. Aucun compromis ne sera fait avec les auteurs de violences sur mineurs. Je voudrais rappeler ici que c'est une responsabilité collective qui concerne toutes les composantes de notre société. Il y a le gouvernement, certes, mais il y a la société civile, il y a nos partenaires. C'est pour cela que nous invitons, n'est-ce pas, toutes ces composantes et surtout nos citoyens à jouer chacun son rôle, à fond sa partition, pour que ensemble nous puissions mener des actions qui puissent freiner ce fléau. Il a également été rappelé que le chef de l'État attache une importance capitale à la sécurité et au bien-être des enfants. Le gouvernement entend donc renforcer les dispositifs de veille et d'alarme communautaire pour prévenir les drames avant que ceux-ci ne... Pour un développement inclusif et durable qui nous engage tous à promouvoir les droits de l'enfant, qui nous engage tous à nous assurer que tout enfant vit dans une société apaisée, une société qui est sans violence, parce que de toutes les façons, cet enfant-là, c'est l'avenir de notre société de demain. Pour traduire cette tolérance zéro en acte, le MINAS mise sur plusieurs leviers, notamment la répression judiciaire et l'accompagnement des victimes. Dans la promotion des droits de l'enfant au Cameroun, et de le sensibiliser à plusieurs fléaux. Nous avons les infanticides qui sévissent maintenant, les cas de viol. Le gouvernement vient de faire une communication gouvernementale pour sensibiliser des gens en disant que ce fléau-là est en train de prendre de l'ampleur au Cameroun. Il est question de mettre fin à travers la sensibilisation, l'éducation des parents et également la sensibilisation des enfants en ce qui concerne leur propre corps. Tout au long du mois de juin, des campagnes de sensibilisation vont cibler les familles, les écoles et les communautés, de sorte à briser le silence et faire de la dénonciation un réflexe citoyen. Affaire Martinez-Zogo, une affaire qui suscite beaucoup d'émoi dans la société. Je rappelle que l'audience des sessions qui s'est déroulée au tribunal militaire s'est achevée hier mardi aux environs de 23 heures. La prochaine session est annoncée les 22 et 23 juin prochains. Et pendant le contre-interrogatoire, l'expert en cybercriminalité, le professeur Georges Bell-Bidjoka, était face au conseil de la partie civile et de la défense pour apporter des précisions ou des informations sur la synthèse des recherches faites sur les téléphones de certains accusés. Dans ses observations utiles, l'expert, dans son rapport, établit une corrélation entre l'affaire Martinez-Zogo et les communications de l'accusé Justin Daoué. Pour le collège des avocats qui défend Martinez-Zogo et ses ayants droit, on reconnaît que le travail abattu par l'expert en cybercriminalité est assez énorme. Mais ce collège pense qu'il faut une contre-expertise pour exiger, par exemple, des précisions sur la planification de ce qu'ils appellent le crime. Et il ne perd pas de vue le fait que le corps de l'ancien animateur de la radio Magic FM à Yaoundé est toujours sous-scellé à la morgue. Et à ce propos, nous regardons Maître Jean-Pierre Magnim, qui est avocat de la partie civile, que nous avons approché au tribunal militaire de Yaoundé. Sur le plan du corps de Zogo, qui sommeille encore à l'hôpital central, à la glace, nous sommes des Bantous, hein, s'agissant d'une mort tragique, il y a un certain nombre de choses qui doivent être faites. Quand quelqu'un est décédé et qu'on a retrouvé le corps, la sanction, il faut l'enterrer. Ça, c'est ce qu'on nous a enseigné du point de vue de la coutume. Mais nous sommes dans un dossier délicat. J'ai l'impression que tant que Zogo est couché là à l'hôpital central, son sang gêne les gens. Le sang de Zogo pèse lourd. Le sang de Zogo dérange les gens. Si on l'avait enterré comme pour certains corps que nous connaissons, on ne parlerait même plus de ce procès. Tant que Zogo est couché là et que la vérité ne ressorte pas, je crois que pour ma part, il est parti, c'est vrai, mais nous ne pouvons rien attendre. Il n'est plus avec nous. Il faut que la vérité se manifeste. Vous avez vu des images déjà.
Vous avez vu cet enfant qui lutte contre la mort. Il faut remonter au XVIe siècle, avant la Révolution française, pour voir ce genre de torture. Je n'avais jamais vu ça dans ma mémoire. Ça au moins c'est ressorti déjà. Une autre certitude, Zogo est effectivement mort. Et la personne là, c'est Zogo. On le connaît déjà. On connaît déjà la date à laquelle même il est mort. Et même l'heure, avec les nouvelles technologies. Alors, pour revenir à votre question, c'est que ce que je dis, c'est que qu'on avance comme nous sommes en train d'avancer, sincèrement et véritablement, Zogo sera enterré. Il sera enterré et lors de sa mise sous terre, la vérité triomphera. 30% seulement des téléphones saisis de l'accusé Eko ont été donc analysés. On signale qu'il a à sa disposition une dizaine de puces. Et selon les observations utiles de l'expert, pas de rapport direct entre les communications examinées et le fait d'assassinat de Martinez Zogo. Assez pour les avocats de clamer, pour ces avocats de clamer haut et fort l'innocence de l'ancien patron de la DGRE. Suivons à ce propos, maître Bernard Ozana Ndjana conseil de l'accusé le Paul Maxime Eko. Je vais vous rassurer que si on parle de 3 puces, au regard de sa fonction, M. Eko a été capable d'acheter une puce le matin et la détruire pour une opération. Au moment où il est appelé à aller rencontrer le CED, M. Eko a sur lui 7 téléphones. On les lui arrache. Je pèse mes mots. On les lui arrache. Et nous nous retrouvons devant la commission mixte le 17 février. On vient lui présenter 3 téléphones pour qu'il les reconnaisse. Première des choses, le téléphone à lui arraché le 31 janvier 2023 reste en fonction au 17 janvier. C'est-à-dire la batterie pleine. Première des curiosités. La seconde des curiosités, c'est que au lieu de lui présenter donc l'entièreté de ce téléphone, on lui en présente 3. On lui demande de signer un procès verbal de saisie de ce téléphone, où il est dit qu'on a trouvé ce téléphone à sa portée. C'est-à-dire que c'est lui qui s'est dessaisi ce téléphone. Ce procès verbal, il ne l'a pas signé sur notre conseil. Il n'a pas signé ce procès verbal. Parce que des manipulations que nous craignons pouvaient intervenir. Mais heureusement, l'expert nous dit qu'ayant exploité ces téléphones, où nous avions déjà émis des réserves, ces téléphones ont été exploités et il n'y a rien de trouvé. J'irai plus. À l'information judiciaire, nous descendons à la DGRE avec le juge Sikati, parce qu'on cherche des téléphones. Au bureau de M. Eko, on va en trouver 4, dont 1 d'acquisition récente. Aucun procès verbal ne fait aujourd'hui allusion à ces téléphones saisis. Alors, si on va vous dire que M. Eko n'a présenté que ces 3 téléphones, nous continuons à vous dire qu'on a saisi tous les téléphones de M. Eko Léopold Maxime, mais je pèse mes mots, ces téléphones ont été distraits. Toujours dans les faits de société, la ville de Berthois est en ce moment sous tension après un coup d'éclat nocturne. En effet, dans la nuit du 6 au 7 mars dernier, une opération d'une rare audace a visé une résidence privée dans cette ville à l'est du pays. Butin estimé 250 millions de francs CFA et des lingots d'or. Cela d'ailleurs aidé a ouvert une piste aux enquêteurs. Les suspects auraient reconnu les faits. Quand on regarde leur passé judiciaire, il est assez chargé. Plus de précisions avec Darlene Miboui. Dans la nuit du 6 au 7 mars 2026, un groupe d'individus lourdement armés a fait irruption dans un domicile de Berthois. Les occupants ont été retenus plusieurs heures. Les malfaiteurs ont dérobé la somme de 250 millions et un important stock d'or avant de prendre la fuite. Aucun blessé n'a été signalé et une enquête a été ouverte par la gendarmerie locale. Les individus lourdement armés persistent porteurs de 2 pistolets automatiques et des machettes venant de Yaoundé et de Douala, ont donc fait irruption dans un premier temps au domicile, n'est-ce pas, du monsieur Yakoubou, monsieur Yakoubou Moussa, qui est le directeur de la susdite entreprise. Ils ont campé, n'est-ce pas, devant son domicile cette nuit autour de 21h.
après des informations qu'ils avaient reçues d'une tierce personne encore à ce moment non identifiée. Selon les éléments préliminaires de l'enquête, ce ne serait pas la première fois que le groupe est interpellé par des faits similaires. Des interpellations antérieures auraient déjà eu lieu, suivies de remises en liberté par la suite. Les raisons de ces remises en liberté restent à déterminer dans le cadre de l'enquête. À l'arrivée de la gendarmerie, les individus avaient déjà quitté les lieux, mais ils ont été capturés et sont passés aux aveux. Les assaillants ont fait irruption à l'intérieur. À l'aide de leurs armes, notamment les machettes, les armes blanches et les armes à feu qu'ils détenaient par devers eux, ils ont tenu donc en respect M. Yakoubou, qui était accompagné de son cousin, M. Ismaïla, avant de tenir davantage en respect tous les occupants de la maison qu'ils ont soigneusement ligotés, bâillonnés et, n'est-ce pas, encastrés dans une pièce de cette maison. Ils vont alors passer M. Yakoubou à tabac, dans le but, n'est-ce pas, pour ce dernier de leur dire où se trouve la cachette d'argent dans son domicile. Ils ont donc fouillé toutes les pièces et n'ont trouvé que la somme de 1 million. Selon les enquêteurs, des auditions sont en cours et les patrouilles ont été renforcées dans le secteur. Les autorités appellent la population à rester vigilante et à signaler tout élément pouvant aider à l'enquête. À l'étranger, nous nous rendons au Nigeria où les enseignants sont en grève du fait de l'insécurité dans le pays. L'école est à l'arrêt dans plusieurs villes. Les enseignants manifestent donc à leur manière le fait que l'insécurité ait fait le lit dans les établissements scolaires. Des détails avec Emmanuel Essomba. Écoles fermées et enseignants mobilisés. Mardi, un mouvement de grève a été observé dans plusieurs villes du Nigeria, notamment à Maiduguri, Lagos et Ibadan. Les syndicats dénoncent l'insécurité persistante dans les établissements scolaires et réclament des mesures urgentes pour protéger élèves et personnel éducatif. À l'origine de cette mobilisation, une nouvelle série d'enlèvements qui a choqué le pays. Le 15 mai dernier, au moins 46 élèves et membres du personnel ont été kidnappés dans l'état d'Oyo. Au sud-ouest du Nigeria, le même jour, 42 personnes ont également été enlevés dans le nord-est, notamment dans l'état de Borno. Ces attaques sont attribuées à des groupes armés actifs dans la région, parmi lesquels Boko Haram. Elles rappellent la vulnérabilité des établissements scolaires face à une insécurité qui perdure depuis plus de 15 ans. Pour les enseignants, les enlèvements d'écoliers demeurent l'un des principaux défis sécuritaires du pays. Ils appellent les autorités à agir rapidement afin de garantir la sécurité des écoles et permettre la poursuite normale des activités éducatives. En sport, nous parlons du football et de la deuxième division. La phase décisive du championnat national Elite 2 aura lieu dans les prochains jours. Donc, dans la ville de Yaoundé, ce qu'on appelle le Play-Off Down, mini-tournoi de maintien, va débuter le 6 juin à Yaoundé, tandis que les Play-Off Up, tournoi d'entrée en Elite 1, aura lieu dans la capitale dès le 10 juin prochain. Les deux premiers des Play-Off Up obtiendront leur ticket de qualification pour l'Elite 1. Franck Mpek. Le calendrier des playoffs du championnat national Elite 2 est désormais connu. Le mini-tournoi comptant donc pour la deuxième phase du championnat ira du 10 jusqu'au 24 juin prochain. 8 clubs sont sur la ligne de départ des playoffs down et 6 en playoff up. Au regard des équipes en présence, on est parti pour avoir de belles rencontres. La première journée annonce déjà des couleurs. AS FAP lance les hostilités face à Bafmen United. FC Yaoundé 2 affronte Sable de Batié. Les Sansan Boys ont raté la qualification de justesse. Tonnerre Kalara Club sera face à l'hostilité de Union Sportive de Douala. Ngok et Tunja clôture cette journée contre Bambotos FC. Pour ce qui est des playoffs up, 3 matchs sont au programme. Les As de Douala affrontent APGS Dunfou. Une belle confrontation au regard de la qualité des parties prenantes. Atlantique de Kribi va croiser le fer contre Kumba City FC. Avion Academy va essayer de voler haut contre les Américains de l'Est. Les 3 stades retenus pour cette phase sont connus. Il s'agit du stade Oja, Mbankomo et stade annexe numéro 1 de l'Omnisport. Les playoffs up ont pour vocation de déterminer les équipes qui seront promues en Elite 1, tandis que les playoffs down, c'est la lutte pour être maintenu la saison prochaine en Elite 2. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal télévisé sur BNews One. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur notre... Our country is said to be the embodiment of Africa. Across the center, from north to south, from east to west, its more precious treasures are its men and women.
We are all different. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission à Volontaine, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font bouger les lignes. Aujourd'hui, nous posons nos valises sur un sujet qui touche des milliers de Camerounais, mais dont on en parle encore trop peu. Le 13 juin prochain, c'est la journée internationale de la sensibilisation à l'albinisme. Autour de cette date, des activités sont organisées partout pour briser les chaînes du silence. Mais dans nos